pour traiter le sujet d'aujourd'hui, la sécurité alimentaire en question. Et pour nous faire réfléchir sur ce sujet, nous aurons avec nous Benoît Miribel, qui est sur la droite, et Philippe Moncorgé, que je vous présente en quelques mots. Donc Philippe Moncorgé, c'est un artiste, d'abord un artiste peintre, mais aussi à ses heures poète et réalisateur de films. Mais ce soir, il va nous montrer ses talents de peintre de la terre. Il est diplômé en gémologie, qui est, pour ceux qui vont sur Wikipédia, la science de l'utilisation des pierres, notamment en joaillerie et dans les métiers de l'art. Et c'est un artiste que je définirais, comme il se définit lui-même d'ailleurs, comme terrien, lyonnais, voyageur et engagé. Bon, terrien parce qu'il utilise principalement la terre comme matière et comme couleur pour la composition de ses œuvres. Lyonnais voyageur, il est installé à Lyon, vous pourrez aller voir son site internet à Lyon, mais il recueille des terres d'un peu partout sur la planète, il a exposé aussi un peu partout dans le monde. J'ai noté quelques lieux d'exposition, le Liban, le Canada, le Japon, la Turquie, les États-Unis, la Mauritanie, et puis aussi un peu partout en France, et aussi à Lyon, bien entendu. Et c'est un terrien engagé. D'abord, il aime à dire qu'il y a deux sortes de voyages, les voyages exposition à l'étranger et les voyages exposition spirituels. Et il affiche qu'il est un artiste croyant et il met son talent au service de nombreuses causes, la lutte contre le sida, la cause des enfants, la cause des handicapés, la cause des exclus. Il n'a pas hésité, il va vous le démontrer ce soir, d'ailleurs il n'a pas hésité ce soir à proposer que deux de ses œuvres, ce soir, soient vendues au profit d'Action contre la faim, une qu'il va créer et l'autre qui est celle-ci, qui sera gagnée par le tirage au sort de la tombola. On reviendra tout à l'heure sur la manière dont ça se passe. Benoît Miribel. Benoît Miribel est le directeur général actuellement de la Fondation Mérieux, qui est l'une des fondations de la Confluence des Savoirs. Il nous dira sans doute quelques mots de la Fondation. Et ce soir, il est surtout au titre de son implication dans l'ONG Action contre la faim. Benoît Miribel est titulaire d'un DEA en relations internationales de la Sorbonne Paris. C'est presque aussi prestigieux que Lyon. Et il a toujours été très impliqué dans les actions humanitaires. Et il a participé à un doctorat à l'Université de Grenoble sur la gouvernance des ONG humanitaires. Il a été pendant 4 ans directeur général de l'Institut Bioforce Développement, qui est un centre de formation professionnelle et d'orientation pour les acteurs de la solidarité. Et Action contre la faim, il nous en dira 2 mots, il a été successivement responsable de programme, directeur de la communication et du développement, directeur général, président et depuis cette année, président d'honneur. Il intervient dans un certain nombre d'instances nationales et internationales. J'en ai retenu une et il est depuis plus de 15 ans membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Voilà. Mais il a quand même débuté son activité professionnelle au sein de l'aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry, responsable du service marketing et développement. Ça lui a sûrement été utile parce que Benoît Miribel n'est pas quelqu'un qui traite les dossiers de son bureau, il va sur le terrain. Le dernier mail qu'on a échangé, il me demandait une information en me disant je suis arrivé hier soir des États-Unis où je négociais un partenariat et je repars ce soir pour le Burkina Faso. Alors, comment cette soirée va se dérouler? Philippe Moncorgé va donc créer une œuvre pendant la conférence de Benoît Miribel. Donc, on va installer Philippe Moncorgé, puis Benoît fera son intervention. Normalement, c'est programmé pour que ça se termine tous les deux en même temps, la première partie, et donc Philippe Moncorgé pourra nous faire un commentaire sur son œuvre. Ensuite, nous aurons une phase d'échange avec la salle, et puis donc les 2 œuvres. L'œuvre qui sera créée sera mise aux enchères sur Internet. Donc on vous expliquera à la fin sous quelle forme. Vous pouvez apporter des enchères sur Internet et puis on tirera au sort cette œuvre pour la tombola. Si certains d'entre vous ont des regrets parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'acheter des tickets, vous vous en faites pas.
dans la deuxième partie, au moment des questions, l'équipe d'Action contre la faim et acheter des tickets. Voilà, donc on va installer Philippe Moncorgé. Vous prenez le micro qui est ici. Voilà, et donc vous allez réaliser une œuvre devant, en même temps que la conférence. Vous pouvez nous dire 2 mots sur Déjà, merci de m'accueillir. Merci à vous. Merci à Bernard, le régisseur, qui va filmer cette soirée et prendre du son, parce qu'effectivement, il y aura aussi du son et de l'image. Merci à Benoît, qui m'a choisi pour être le témoin de cette performance. Ça me touche particulièrement pour 2 raisons. La première, c'est que Benoît est quelqu'un qui intervient sur le terrain. Le terrain, c'est celui qu'il connaît bien, c'est celui où on meurt de faim aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc ça nous pose beaucoup de questions et je pense que Benoît répondra ce soir et présentera une vision de l'état de notre terre aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est la terre. Voilà, je parle de la terre. Pourquoi Benoît m'a choisi ce soir pour être le témoin de son intervention? Eh bien, précisément parce que je trouve que la terre est belle. Voilà. Et je peins avec de la terre. Merci Benoît. Merci Monsieur Nobécourt. Merci au musée Confluence qui m'accueille ce soir aussi. Confluence des savoirs, bien évidemment. Merci à Action contre la faim. Voilà, vous allez pouvoir attaquer. Voilà. Ok. Et merci bien. à tous mes amis qui ont répondu présents ce soir. Bravo. Merci à vous d'être là. Très bien. Alors, donc, voilà, oui, je reprends le micro, effectivement. Donc, comme Philippe Moncorgé le disait, donc il va travailler pendant toute sa phase de travail. Il y a une caméra qui le filme. Donc, sur la vidéo que vous pourrez revoir après sur le site du musée des Confluences, il y aura des inserts de son travail. Voilà. Benoît Miribel, la sécurité alimentaire en question. Comment se fait-il que nous ne sommes pas au XXIe siècle capables de nourrir correctement tous les habitants de la Terre? À toi. Merci, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour aborder un sujet délicat, celui de la sécurité alimentaire. Je voudrais également remercier On n'a pas répété, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du bruit pendant que je parle. Non. Donc il va falloir qu'on s'organise, Philippe, parce que sinon ça va être difficile. En fait, j'ai choisi Philippe parce que tout simplement la Fondation Mérieux est rue Bourgelat, et la rue d'à côté c'est la rue Gérante, et Philippe est un habitant du quartier, et effectivement il a de grandes qualités de savoir travailler sur ses toiles avec de la terre, et puisque la sécurité alimentaire, quand on est proposé pour intervenir comme conférencier de trouver un artiste, j'ai trouvé original que Philippe soit là. Voilà. Alors effectivement, je ne sais pas, t'en as pour combien de temps s'il faut que tu... Voilà, donc je tiens à remercier Jean-Paul Nobécourt et toute l'équipe de Confluence des Savoirs pour permettre l'organisation de cet événement et aborder une question qui est effectivement... Ça c'est l'entrée en matière, ou il y aura d'autres bruits par la suite parce que c'est... Il y a un mixeur, je vois qu'il y a un mixeur, donc... Je vais ramener d'ailleurs une petite bouteille, vous voyez là-bas, c'est de la terre du Burkina Faso, puisque, comme l'a dit Jean-Paul, nous étions avec Alain Mérieux au Burkina Faso il y a quelques jours, donc j'ai ramené de la terre. Voilà, c'est celle de l'aéroport, parce que j'y ai pensé là juste avant de partir. C'est pas de la terre rouge comme on voit très souvent là-bas. Bon. Alors, non, je ne vais pas pouvoir parler moi, donc je ne sais pas comment on va s'organiser. Faut faire un choix. Non mais peut-être tu peux taper sans micro, peut-être, ça ferait... Voilà.
Je n'avais pas encore fait de conférence avec un artiste, je découvre. Voilà. Donc, effectivement, la question de la sécurité alimentaire est une question très, très, très large pour ceux qui la connaissent et qu'il est difficile d'appréhender dans sa globalité. Alors, c'est néanmoins un exercice auquel je me suis attaché ce soir. Ouais, peut-être en coulisses, ça sera mieux. Et après, revenir pas, parce que sinon, on va... Je crois que tout le monde a vu qu'il y avait de la préparation nécessaire pour la Terre. Tout le monde a entendu. Et donc, on a besoin, en fait, d'aborder cette question d'une façon globale. Je ne veux pas commencer par la conclusion. Il y a, j'en suis sûr, dans la salle des spécialistes de cette question-là, de la sécurité alimentaire. Il est difficile de trouver des généralistes au global. Donc je n'ai pas la prétention d'en être un, mais de pouvoir aborder avec vous... Il y en a pour combien de temps Philippe? Il y en a pour combien de temps? Parce qu'on ne peut pas parler ensemble. Les deux ne sont pas possibles donc. C'est l'urgence. Oui. Ça, c'est le signal de l'urgence alimentaire. D'accord. C'est bon maintenant? Ok. Maintenant tu vas peindre alors, tu vas. Donc effectivement, on a régulièrement des titres dans les journaux, j'en ai trouvé juste récemment, vous voyez, sécurité alimentaire, on aimerait bien manger sans crainte. Et effectivement, c'est un premier aspect de cette question. Comment aborder cette question de la sécurité alimentaire? D'abord, de quelle sécurité alimentaire parlons-nous? Est-ce que nous parlons de la sécurité alimentaire au niveau qualité des aliments, ce qui est un terme utilisé chez nous, ou est-ce qu'on parle de la sécurité alimentaire au sens quantité, je dirais capacité de nourriture pour tous? Donc, je vais aborder dans notre discussion de ce soir, avant d'échanger avec vous, cet aspect-là. De quelle sécurité alimentaire parlons-nous? La question des aliments et de la santé, puisque bien sûr les deux sont liés. Qui meurent de faim chaque jour, ce sont les chiffres des Nations Unies, de l'OMS, de l'UNICEF. Comment aussi aborder la question du futur, des perspectives, nourrir plus de 9 milliards de personnes, je dirais, et leurs animaux, parce que nous ne sommes pas seuls, et on sait le lien entre les animaux et nous. Et puis surtout, faut-il un paradigme? Quel paradigme pour une sécurité alimentaire mondiale? Alors, des chiffres que vous connaissez, je pense, mais qu'il est bon de rappeler en préambule, c'est que le volume, le nombre de personnes qui souffrent, qui sont sous-alimentées, est de l'ordre de 840 millions de personnes. Je dis de l'ordre parce que quand on connaît les réalités de certains pays, de certains terrains, on imagine qu'il est très difficile d'avoir un recensement fiable de ces données-là. Néanmoins, ce sont des chiffres, les derniers sortis de la FAO, cette agence onusienne qui suit en particulier ces questions-là. Et ce que vous voyez, c'est que au niveau de... Ah pardon, j'ai appuyé sur la touche en arrière. Vous voyez au niveau de la prévalence que c'est en baisse. Donc, malgré le nombre de populations qui augmente, nous avons donc des résultats qui vont dans le bon sens. Alors, bien sûr, nous gardons en perspective l'enjeu à 2050. S'il y a eu des pointes, et dès qu'il y a une crise alimentaire, la dernière crise en date est celle de 2007-2008, il y a forcément un impact sur des personnes qui se retrouvent totalement vulnérables, puisque plus de 800 millions de personnes ne savent pas ce qu'elles vont manger pratiquement dans les jours qui suivent. C'est le quotidien de beaucoup de personnes dans différents pays. Néanmoins, il est nécessaire de souligner cette évolution positive. C'est le résultat, je pense, d'un travail qui est fait par
quantité d'acteurs sur le terrain, et d'abord les populations elles-mêmes qui ont de plus en plus le moyen de se développer. Alors, encore une fois, nous sommes dans une équation qui consiste à garantir la qualité de nos aliments, même si on nous fait peur régulièrement et parfois à juste titre. Également, de comment garantir la quantité nécessaire pour nous nourrir suffisamment, je dirais nous, au sens global, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'ici. Et jusqu'ici, nous savons que la question de la faim dans le monde n'a pas été une question de production, mais une question de répartition, une question d'accès. Donc, comment garantir la quantité, la qualité pour tous, à court terme ou à long terme? À court terme, en fonction de l'utilisation de ressources disponibles, ou à moyen terme, à long terme, en gérant aussi la ressource dans la durée, avec les tensions sur la ressource que l'on connaît, liées à l'environnement. C'est une équation que, jusqu'ici, personne n'est arrivé à résoudre. C'est le sujet, la sécurité alimentaire en question. C'est une équation qui reste à résoudre, à organiser, puisqu'il n'y a pas de système alimentaire international structuré, organisé, qui permet de nourrir tout le monde, correctement et sainement. Donc vous voyez qu'il y a encore des chantiers à conduire, des vrais sujets de fond à mener. Alors un point important qui est à avoir en tête, bien sûr, c'est ce lien entre l'alimentation et la santé. Alors je m'excuse, cette diapositive est en anglais, mais elle montre que nous avons tous ici ce que l'on appelle la microbiote intestinale, avec le métagénome, avec des kilos de bactéries, et que tout ça est en interaction en fonction de la nourriture que l'on absorbe, et que ça peut effectivement induire des maladies infectieuses, des déficits effectivement en immunité, etc. Donc ça c'est des choses que l'on découvre et que l'on arrive à mesurer de plus en plus au niveau de la recherche. Alors, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'exportation agricole mondiale, et c'est vrai que ces denrées alimentaires sont aussi sujettes à des enjeux. On a en tête ce qui s'est passé avec la viande de bœuf, la viande de cheval, et même si depuis 1978 est renforcée depuis 2000, il y a une traçabilité, on voit que les deux aspects de la traçabilité qui sont sur la logistique du produit et sur sa fabrication, pour pouvoir tracer son origine, ne sont pas toujours suffisants à remplir les deux objectifs, qui est d'avoir une information fiable et puis de limiter les risques sanitaires, puisque encore très récemment, il y a cet épisode avec cette fabrique que vous connaissez du sud de la France. Alors, on a un système d'alerte au niveau européen qui fonctionne, qui permet, lorsqu'on constate un produit déficitaire, d'alerter la Commission européenne et qui met en place aussitôt un service sanitaire qui est rodé au sein de l'Union européenne. Et en quelques heures, il y a une alerte qui est donnée, et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de limiter l'effet du lait qui venait de Chine en 2008, un lait maternisé et frelaté à la mélamine. On a aussi en tête, dans cette catégorie de lien entre l'aliment et la santé, je dirais ce que l'on appelait dans un colloque il y a quelque temps, le péril fécal, sur l'intervention de cette personne. Effectivement, c'est tout ce qui provient du manque d'eau et d'assainissement, tout ce qui fait aussi, vous voyez ces photos qui sont issues d'une étude qui a été faite par la Johns Hopkins University en Tanzanie, et qui montre que des enfants en bas âge dans ces pays sont exposés en permanence je dirais, les animaux, notamment les poules, et qu'ils absorbent quantité de choses négatives, notamment par un manque d'hygiène. Donc ces cycles-là aussi sont préjudiciables en fonction de l'alimentation. L'aliment, c'est un élément, mais c'est aussi l'assainissement, le manque d'eau, le manque d'assainissement, et là, en l'occurrence aussi, les enjeux des déchets animaux, des volailles, qui peuvent amener des complications. Et d'ailleurs, cette étude montre que beaucoup plus que le chiffre de 10 millions, c'est le risque des Escherichia coli pour justement les déchets de la volaille, des poulets. Donc, nourrir les enfants, c'est bien, mais encore faut-il aussi s'assurer des enjeux en termes d'assainissement et d'accès à l'eau. Donc ce cycle orofécal des maladies est assez connu, et donc, encore une fois, l'aliment est dans la chaîne et est un enjeu. Également, toujours sur ce premier point entre l'alimentation et la santé, le cercle vicieux que l'on voit pour la malnutrition
et le sida, le VIH, mais que l'on voit aussi pour le paludisme. En ce moment, à Bamako, le professeur Ogobara Dumbo travaille sur malaria et malnutrition. Et voit que des enfants qui sont fortement malnutris ne peuvent pas récupérer véritablement leur rapport poids-taille parce que, de façon endémique, ils ont des problèmes infectieux liés au paludisme. Donc ces aspects nous amènent au troisième point de comment combattre la malnutrition. La malnutrition comprend les deux aspects, la surnutrition, l'obésité, et vous savez que 2/3 des obèses vivent dans les pays en développement, justement, et la sous-nutrition. Et c'est à peu près 19 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë sévère, ce qu'on appelle la MAS, malnutrition aiguë sévère. Pour tous les experts, la malnutrition, enfin la sous-nutrition, la malnutrition globalement, c'est une maladie qui doit être traitée comme telle. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les budgets de la communauté internationale, comme nous le verrons un peu plus loin, suffisants. Et bien sûr, nous venons de le voir, on ne peut pas apporter des suppléments alimentaires nutritionnels s'il n'y a pas des aspects, la prise en compte du système de santé. Alors, ce schéma est un schéma très connu pour ceux qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la malnutrition. C'est un schéma qui est venu de groupes de travail il y a à peu près une quinzaine d'années entre les agences onusiennes et les ONG, pour montrer que lorsque l'on aboutit à la malnutrition, et voire dans certains cas à la mortalité, on distingue 3 grands types de causes. Des causes basiques, effectivement en fonction du contexte, du pays, des ressources. Des causes sous-jacentes, effectivement une insécurité alimentaire va fragiliser une disponibilité. Des causes aussi, un environnement, est-ce qu'il y a des pratiques de soins ou pas, santé publique, et puis après les causes immédiates qui vont provoquer la malnutrition. Donc la malnutrition, une façon de montrer que c'est un ensemble de causes qui amènent cet état de fait. Et dans la malnutrition, on distingue, je mets de côté ce qui est ici en haut à gauche, la surnutrition, qui n'est pas le sujet, l'obésité, même si effectivement en termes de maladie, ça a un impact, maladie cardiovasculaire et donc un coût aussi dans le domaine de la société. Et d'ailleurs, une parenthèse pour dire que si ça arrive dans beaucoup de pays en développement, c'est justement parce qu'il a été prouvé que des populations habituées pendant longtemps à se nourrir peu, qui se retrouvent, c'est notamment le cas du Mexique, qui se retrouvent avec des apports soudains forts en soda, en glucides, etc., en protéines, alors que pendant des générations, le corps génétiquement n'était pas habitué. C'est un peu le rat des champs, le rat des villes. Ces populations ont tendance à devenir obèses beaucoup plus vite que d'autres qui sont habitués depuis plus longtemps à absorber ces graisses et ces sodas. Donc il y a aussi ces études qui montrent le besoin d'accompagner les populations au fur et à mesure de migration vers les villes ou de pays en développement qui se développent avec tous les produits alimentaires qui vont avec et des choix possibles et qui ont un impact sur la santé. Donc on va se concentrer sur la sous-nutrition et il y a 2 grandes catégories de sous-nutrition. Ce que l'on appelle la malnutrition chronique qui provoque des retards de croissance. Les derniers enfants que j'ai vus qui m'avaient vraiment frappé à ce niveau-là, c'était il y a quelques années maintenant, il y a 2-3 ans, en juillet 2011, en Corée du Nord. Vous voyez des enfants, quand vous rentrez dans les écoles, qui sont... il y en a qu'on ne voit pas, qui sont très très mal, mais il y en a d'autres que l'on voit, que l'on veut nous montrer pour nous dire, regardez, nos enfants vont bien. On voit des enfants très bien habillés, qui ont le sourire, mais en fait, quand vous leur demandez leurs âges, vous pensez ils ont la taille d'enfants de 6-7 ans, et en fait ils ont 12-13 ans. Donc c'est ce qu'on appelle les retards de croissance, en anglais le stunting, c'est la malnutrition chronique, et qui provoque effectivement de grands retards dans beaucoup de pays en développement, puisque ces enfants se développent et deviennent des adultes, avec aussi toutes les carences au niveau intellectuel et au niveau du développement psychique et physique. Vous avez donc un état installé. On ne meurt pas forcément de la malnutrition chronique, mais c'est une incapacité à pouvoir effectivement exercer toutes ses capacités intellectuelles et physiques. Par contre, on meurt de la malnutrition aiguë globale qui se distingue entre malnutrition aiguë modérée ou aiguë sévère. Alors les formes les plus visibles que l'on voit, c'est le kwashiorkor, ces enfants qui ont des cheveux très secs et qui ont un ventre assez gros, c'est les kwashiorkor, ou le marasme,
inversement des enfants très squelettiques, que vous avez peut-être vu en recevant des appels d'ONG qui vous demandent votre soutien. Souvent, il y a ces photos-là qui sont mises en avant. Alors, sur l'aspect de la malnutrition aiguë, comment est-ce qu'on la soigne? Là, je fais un zoom sur des actions actuellement d'action contre la faim. On est passé, en fait, on a plusieurs modes d'intervention. Historiquement, les ONG, telles qu'Action contre la faim et d'autres, intervenaient en distinguant la malnutrition sévère et modérée. Donc, modérée, on va vers un centre de nutrition supplémentaire, la mère emmène l'enfant, et donc il y a des aliments que l'on a développés surtout dans les années 90, avec notamment, vous avez peut-être entendu parler du plum peanut, cette pâte d'arachide qui a été mise au point par une entreprise Nutri-7. On a mis au point cette pâte d'arachide dans les années 95-96 avec l'OMS, André Brien, MSF et ACF. Donc c'est des rations alimentaires, farine, huile, c'est des compléments, et l'enfant retrouve en 3 semaines à peu près son rapport poids-taille. Ensuite, nutritionnel thérapeutique quand il n'y a pas d'hôpital, avec des laits appropriés, des laits thérapeutiques comme le F100 et le F75. Donc là, c'est une surveillance 24/24. Donc dans cette démarche-là, c'est l'ONG dans un pays d'intervention qui voit les enfants, qui les mesure, c'est le périmètre brachial, c'est le rapport poids-taille, et qui permet de traiter l'enfant. Et puis, toujours dans un esprit, je dirais, d'appropriation, puisque en tout cas, moi, ça a toujours été mon point de vue, c'est qu'une ONG intervient par défaut, parce qu'un État ne veut pas ou ne peut pas intervenir, mais l'ONG doit s'assurer de faire en sorte que, localement, il puisse avoir des capacités, ce qui n'est pas bien sûr pas le cas quand on est en substitution, dans un conflit, ou dans des situations où les gens n'ont plus rien, mais ça a amené des réflexions pour s'assurer que, de plus en plus, la communauté elle-même puisse prendre en charge, puisse détecter les enfants. Et ça, c'est le deuxième modèle, qui est complémentaire du premier, mais que l'on souhaite le plus possible. Donc ça passe par des formations, notamment des personnels de santé, en accord avec les ministères de la Santé, c'est ce qui s'est fait beaucoup d'ailleurs au niveau du Sahel, et que les membres de la communauté, notamment les maires, les chefs de communauté, puissent savoir, vous voyez, avec une compréhension des causes de la malnutrition, parce que parfois il n'y a pas de compréhension des causes de la malnutrition. Dans des pays du Sahel comme au Niger, les mères ne savent pas à un moment donné repérer que l'enfant va basculer. Il y a un moment donné, l'enfant devient effectivement plus fragile au niveau alimentaire, et puis à des moments il est perdu, c'est-à-dire qu'on ne peut plus récupérer. Voilà, parfois les enfants, bien sûr, sont réhydratés parce qu'ils ne peuvent plus déglutir, et donc il y a tout un travail qui est fait pour pouvoir accompagner la communauté à pouvoir traiter, pouvoir détecter et ensuite référer au centre que l'on évoquait. Donc, d'une façon générale, l'évolution de ce combat contre la malnutrition, au niveau d'ACF, vous voyez, entre un curseur qui est de dire est-ce que c'est 100% l'ONG qui prend en charge ou 100% un ministère de la Santé, le curseur, pour nous, évolue de plus en plus avec d'autres ONG partenaires et avec les Nations Unies pour une prise en charge par les communautés elles-mêmes. Alors, l'avantage de cette approche de la malnutrition, de décentraliser le traitement, c'est qu'il peut y avoir des infections croisées. Ça réduit, parce que justement il y a moins de proximité entre les différents enfants. Ça désengorge aussi les centres de santé. Il y a un gain de temps pour les parents. Ça a un impact aussi sur les enfants de la famille, et puis sur la situation économique du ménage. Et puis ça valorise les agents communautaires qui sont donc des personnes qui sont préparées, formées pour cela. Par contre, il y a parfois des ruptures d'approvisionnement en produits nutritionnels. Il y a souvent besoin de beaucoup de temps pour comprendre le problème nutritionnel. Et puis il y a parfois aussi la distance par rapport au centre. Alors, avec les systèmes de santé, il y a l'avantage de la gouvernance, le continuum du soin, la pérennité, l'éthique. Il y a un partage des coûts structurels, il y a une diversification des compétences. Il y a aussi une baisse de la mortalité et un renforcement du système. Donc, effectivement, de plus en plus, quand on le peut, on œuvre dans ce système-là de santé, ce qui nécessite beaucoup de formation, d'accompagnement, et aussi d'une vraie volonté des ministères de la Santé, parce que le risque, c'est de voir une substitution, je dirais, trop longue d'ONG internationales
dans l'action. Parce que, si vous voulez, il peut y avoir un risque aussi d'un ministère de la Santé qui va dire finalement, laissons l'ONG traiter la question, c'est toujours ça en moins sur nos budgets ou nos actions à réaliser. Donc et inversement, un ministère pourrait dire, moi je suis dépossédé par l'ONG, elle veut tout traiter. Alors, il y a toujours un curseur et un suivi à faire dans ce niveau-là, mais l'objectif, c'est quand même bien que les centres de santé, les hôpitaux soient structurés, notamment, je pense au Sahel, où tous ces programmes sont en marche. Voilà. Maintenant, avec l'intégration au système de santé, il y a souvent aussi une faible volonté politique. C'est pas toujours facile. Les compétences aussi sont très variables, et parfois, vous allez former des gens qui vont se retrouver un mois après, dans une autre région, mutés dans une autre région. Les qualités aussi des soins, il y a un manque de références standards. Donc voilà, pas de solution miracle, mais je voulais vous montrer à travers ça une évolution des actions. Alors, pour l'ONG, bien sûr, c'est aussi l'enjeu du respect de la charte, puisque les chartes des ONG, c'est l'accès direct aux bénéficiaires de garantir, mais nous avons appris aussi à travailler de plus en plus, et c'est indispensable, en partenariat. Ce qui fait que, pour une organisation comme ACF, qui est à la pointe de la lutte contre la malnutrition, vous voyez en orange que dans les années critiques, où il faut répondre d'urgence à une crise, parce que le gris n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité locale, parce que c'est un conflit, parce que les gens ont bougé, ont été déplacés, où il n'y a plus de compétences. On œuvre pour très vite limiter cette stratégie de substitution à une stratégie de renforcement de capacité. Ça paraît simple, évident, mais c'est compliqué et difficile, et en même temps indispensable à mettre en œuvre. Ce qui fait qu'en fait, dans le statut nutritionnel, il y a donc l'aspect la santé et l'apport alimentaire, et ce qui fait que l'on parle aussi, ce qui n'était pas le titre d'aujourd'hui, mais de sécurité nutritionnelle, qui est un terme aussi important et que l'on développe de plus en plus. Alors, pour compléter ça aussi, ces dernières années, ça date d'à peu près de 3 ans maintenant, une initiative a été poussée par les pays eux-mêmes concernés par la malnutrition. Si on vient 20 ans en arrière, j'ai commencé ma première implication en janvier 1991 comme volontaire pour Action contre la faim d'ailleurs. J'avais pris un congé sans solde de l'aéroport de Lyon, voilà, et j'étais parti avec Action contre la faim au Libéria. C'était la guerre civile. À l'époque, tous les protocoles, tous les modes d'intervention des ONG et des Nations Unies venaient du Nord, en gros, venaient des ONG internationales. Ce qui est très important, c'est de noter qu'avec ce forum, ce sont des pays eux-mêmes, l'Éthiopie, le Bangladesh, toutes ces communautés, vous pouvez aller sur le site, qui se prennent en charge, qui font eux-mêmes les protocoles, et je dirais c'est indispensable, c'est souhaité. Donc le travail des agences onusiennes et des ONG internationales dans ce domaine-là est d'accompagner cette capacité aussi à travers ce forum, CIMAM Forum, pour pouvoir avancer sur la prise en compte de la communauté elle-même de la malnutrition. Alors maintenant que nous avons regardé un aspect qui est le combat contre la malnutrition, on ne doit pas oublier que la faim a différents visages. On l'a évoqué tout à l'heure avec ce qui est en bas, le manque d'eau potable, d'assainissement, les épidémies bien sûr, aussi, qui fragilisent les diarrhées aiguës, avec un cercle aussi. La pauvreté reste la base, malheureusement, des conditions de malnutrition et d'insécurité alimentaire. La pauvreté et les conflits armés. Bien sûr aussi, se rajoutent maintenant les aléas climatiques lorsque des petits paysans perdent leur cheptel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décapitalisent, c'est-à-dire qu'ils vont vendre ce qu'ils ont parce qu'ils ont perdu du cheptel pour survivre le temps qu'ils peuvent, et à un moment donné, ils sont obligés d'abandonner et de se diriger vers les villes et se retrouver déplacés. C'est ce que l'on voit, le phénomène que l'on voit, qui d'ailleurs fait en sorte que dans quelques années, je crois même qu'on en y est proche, 80% de la planète sera urbaine de ce fait-là. Donc il y a un vrai enjeu aussi avec ces aléas climatiques. Alors j'en arrive à l'avant-dernier point, avec cette équation, puisque tous les experts nous disent que nous serons en principe 9 milliards en 2050 et qu'on aura du mal à gérer la ressource alimentaire pour nous et les animaux, nos animaux. Alors, je reste aussi non fataliste, sinon nous ne serons pas là à en parler,
Et aussi, regardons ce qui avance. Il y a aujourd'hui de moins en moins de famines. Une des dernières en date, c'était la Somalie il y a à peu près 4 ans, mais dont on mesure difficilement l'ampleur. C'est un pays où toutes les ONG internationales et les agences onusiennes reconnaissent qu'on n'arrive pas à savoir l'ampleur des problèmes, des besoins, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Donc il y a un certain nombre de pays où on ne peut pas se déplacer facilement. La Birmanie en est un exemple. Mais c'est un fait. Il y a de moins en moins de famines. Et c'est une bonne chose. Nous venons de l'évoquer, la pauvreté et les conflits sont les principales causes de la faim. L'eau et l'assainissement, les maladies infectieuses. Mais il n'y a que cette question. Comme je l'évoquais tout à l'heure, jusqu'ici, la faim dans le monde n'a pas été une question de production, mais de répartition. Et si on nous explique que nous serons 9 milliards en 2050, comment allons-nous faire? Est-ce qu'il y aura un problème de production? Et de ce point de vue-là, les spécialistes nous disent, oui, on va devoir augmenter à 2050, nous serons 9 milliards, d'environ 70% la production alimentaire. Donc nous allons voir ça de plus près, en ayant en tête que la sous-alimentation au niveau mondial, on a le chiffre de 840 millions qu'on a vu au début, se répartit dans un certain nombre de pays, et vous voyez que l'Asie notamment est touchée. En volume, bien sûr, on a l'Afrique, mais l'Asie est touchée. Il faut rappeler une chose, vous avez peut-être entendu parler de l'épisode du déplacement de Valéry Kirveler en Inde pour un gala d'ACF, et effectivement, il y a plus d'enfants malnutris en Inde que dans toute l'Afrique subsaharienne réunie. On ne communique pas beaucoup, mais c'est une réalité. Vous allez sur le site de l'OMS, regardez le nombre d'enfants qui décèdent en Inde annuellement, c'est plusieurs millions. Donc c'est énorme, et effectivement, c'est un combat pour Action contre la faim de travailler en Inde. De la même façon que c'est un combat pour envoyer de l'argent d'Action contre la faim au Bangladesh pour s'occuper de populations, les Rohingyas, qui sont des populations dont personne ne veut, et qui sont chassées sans arrêt entre la Birmanie et le Bangladesh. C'est d'ailleurs un des rares endroits aujourd'hui, et tant mieux, où nous voyons des adultes malnutris, parce que principalement aujourd'hui, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Alors à la limite, à 5 ans, ça peut être 6 ans. Hein. On a toujours les standards de chiffres. Enfin, les enfants en bas âge sont les premières victimes de la malnutrition. Il n'y a pratiquement plus d'adultes, sauf dans des périodes de conflits intenses, mais je dirais les plus anciens, qui ont en mémoire des théâtres des années 90, tels que j'ai connus par exemple aussi en Somalie en 1992, j'ai évoqué le Libéria, on voit de moins en moins cela, et depuis plusieurs années. Donc c'est une bonne chose, parce qu'il y a une réactivité de la communauté internationale qui est plus rapide, parce qu'il y a des savoir-faire. Sauf dans les contextes où on n'arrive pas à approcher les populations, où on ne peut pas. Et dans le cas du Bangladesh, dessous Chittagong, vers la frontière birmane à Cox's Bazar, vous avez des camps de réfugiés où on ne peut pas intervenir. Voilà. Donc, de fait, ACF et d'autres ONG interviennent, mais le gouvernement ne le souhaite pas officiellement, donc c'est très compliqué pour porter secours à ces adultes. Donc ça, c'est l'occasion de montrer aussi que l'Asie est touchée par la question de la malnutrition, mais a fait de gros progrès. Donc vous voyez la question toujours en volume et en pourcentage. Et effectivement, les chiffres de l'Asie, on les doit en particulier, principalement en Inde, en Chine également. Dans les campagnes, il y a encore des gens qui souffrent de malnutrition en Chine, dans certains coins reculés. Et bon, je vais passer très vite sur ces diapositives, mais elles montrent effectivement comment est mesuré au niveau de la FAO annuellement, région par région, pour essayer d'appréhender véritablement la malnutrition. Ce qui est significatif, c'est que l'Asie du Sud-Est, comme vous le voyez en marron, a été beaucoup plus élevée en termes de pourcentage dans les années 90 que ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, ce sont tous les efforts. Enfin, pour ceux qui connaissent le Cambodge, qui ont connu le Cambodge il y a 20 ans et qui connaissent le Cambodge aujourd'hui, ça n'a rien à voir. De la même façon, le Laos. Donc l'Asie du Sud-Est s'est beaucoup développée. Par contre, certaines régions n'évoluent pas beaucoup et restent confrontées à la malnutrition. Alors notamment, c'est le cas, si on essaie de cibler ces pays, des pays que l'on appelle en crise prolongée, que vous voyez en vert, qui finalement, à part l'Inde et la Chine que l'on a évoqués, qui sont aussi un point important, il y a à peu près 37% du reste qui sont dans ces pays. Alors qui sont ces pays? Ce sont des pays qui sont frappés par des crises prolongées, des crises politiques. Donc effectivement, quand parfois on entend dire il y a une crise humanitaire, non, il n'y a pas de crise humanitaire, il n'y a
y a d'abord une crise politique qui a des conséquences humanitaires, et bien souvent alimentaires. Puisque dans ces pays-là, qui cumulent des crises de gouvernance, on va retrouver la succession de catastrophes naturelles ou de conflits répétés. Bon, Haïti, par exemple, a été un exemple ces dernières années. Il commence à aller un peu mieux. Il y a des bouleversements des moyens d'existence. Il y a bien souvent pas de capacité institutionnelle, c'est-à-dire pas de gouvernement localement qui sont capables de prendre en main les choses. Et il y a toujours, donc, de fait, une insécurité alimentaire durable. Donc, la communauté internationale a commencé à prendre en compte, à cibler des actions spécifiques, notamment les pays de l'OCDE, pour ces pays-là, qui sont notamment très fragiles. Alors on ne va pas les regarder un par un, mais vous avez la liste ici de ces pays qui sont fragiles. Bien sûr l'Afghanistan, l'Angola, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Libéria, même si c'est un pays qui va beaucoup mieux aujourd'hui que l'an passé. La République démocratique du Congo reste très fragile. La Somalie, bien sûr, un pays complètement déstructuré. Voilà la liste de ces pays et qui font qu'au niveau international, il y a une approche de plus en plus ciblée vers ces pays-là. Alors, cette approche aussi, pendant de nombreuses années, elle s'est faite par une aide alimentaire internationale. Et bien souvent, ce que l'on voyait, c'est que quand les Américains avaient des surplus céréaliers, eh bien, c'était les années où ils étaient les plus généreux en aide alimentaire. Et on a dû combattre ça parce que, oui, il faut une aide alimentaire, mais dans des proportions très ciblées et je dirais utilisées avec parcimonie. Et on peut se réjouir quelque part que l'aide alimentaire internationale s'est réduite ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'elle a provoqué elle-même parfois de la déstructuration. Je me souviens que nous avions fait avec 2 ou 3 autres responsables d'ONG internationales, de Save the Children et une autre ONG internationale. D'ailleurs, ça avait fait l'objet d'une tribune dans Le Monde en 2005, où on demandait au directeur général du PAM de cesser des aides alimentaires internationales non ciblées. Vous aviez en 2004 la Côte d'Ivoire, qui a été envahie par une aide alimentaire américaine à Abidjan, alors que dans le Nord, les paysans ivoiriens avaient des surplus. Donc, vous avez tout un mécanisme de flux du marché qui font que, évidemment, si d'un côté on veut être généreux et si ça n'obéit pas à d'autres objectifs, on peut aussi déstructurer une économie locale et mettre à plat des capacités agricoles. Alors, la faim est une arme, elle a toujours été utilisée dans ce cadre-là, l'eau aussi bien sûr. Voilà, le proverbe cambodgien dit on fait du riz avec de l'eau ou on fait la guerre avec du riz. Et ce n'est pas une solution durable. Donc l'aide alimentaire est parfois nécessaire, mais dans un temps très court et de façon très ciblée. Et effectivement, c'est des points qui sont toujours très complexes, parce qu'elles peuvent être aussi récupérées sur les marchés, revendues, et ne pas atteindre aussi les vrais bénéficiaires. Donc d'une façon générale, vous voyez les courbes de l'aide alimentaire mondiale qui sont en chute, et c'est une bonne chose, parce que se substituent à cela d'autres programmes, d'autres approches. Et notamment, il ne faut pas oublier que dans l'aide publique au développement, très peu est concentré sur l'agriculture. Donc, vous voyez, ce sont des pourcentages, donc ça n'arrive même pas à 10% de tout ce que l'aide publique au développement international est donnée en agriculture, c'est-à-dire pour aider les capacités locales. Or, nous considérons que le terreau des capacités vient des paysans, des petites exploitations agricoles familiales, et qu'il faut soutenir. Ce sont eux qui sont les premières victimes de la faim aussi, lorsqu'il y a des problèmes, des aléas climatiques ou des conflits. Alors, bien sûr, en dehors de ce que je vous ai montré sur la lutte contre la malnutrition, il y a tout ce qui se fait à travers des programmes de cantine. Ça permet de cibler les enfants ou des personnes âgées. Vous avez aussi des coupons. Par exemple, en Haïti, quand il y a eu, après le séisme, les maires ont des coupons de couleurs différentes pour ensuite aller au marché. Et tout ça est organisé avec les gens au marché pour équilibrer leur repas entre tel légumes, tant de fruits, pour aussi apprendre. Donc différentes modalités qui permettent d'éviter une aide alimentaire, je dirais, distribuée de façon souvent malveillante et qui va déstructurer le contexte local. Alors ça, c'est un tableau lisible, mais c'est simplement pour vous montrer ce que recense la FAO en termes d'indicateurs de la sécurité alimentaire et montrer que cette question de la sécurité alimentaire est très vaste. Elle va aussi toucher de la logistique, des questions de route, des questions d'entrepôt.
des conditions de stockage, sans parler du gaspillage qui peut se faire. Donc, il y a aussi toute une évolution. On n'avait pas ce type de tableau il y a une dizaine d'années. Il y a toute une communauté de savoir aussi qui s'organise pour mesurer, pour suivre les différents aspects de la sécurité alimentaire. Maintenant, on a toujours, et c'est la perspective, je dirais, de cette discussion d'aujourd'hui, c'est les enjeux à 2050. Avec la consommation aussi de viande qui augmente, à moins de changer les habitudes alimentaires. Mais on voit, voilà, les n'a pas de capacité agricole, donc est totalement dépendant d'importation. Alors effectivement, ils ont acheté des terres en Afrique. Ils font partie de cet accaparement de terres qui se fait en Afrique, et donc avec le risque d'avoir peut-être dans quelques années des gens en Afrique souffrant de la faim et autour d'eux des champs très verts cultivés par des pays étrangers, puisque les achats se font avec la bienveillance de certains présidents africains. Donc ça, c'est l'enjeu de ce que vous entendez aussi, de l'accaparement des terres, et finalement à quel prix, pour qui et dans quelle organisation. Avec un contexte d'une contrainte environnementale croissante, les variations climatiques, les tensions sur l'environnement, une augmentation de la demande aussi pour des usages non alimentaires, tout ce qui est agrocarburant, et puis une fragilité, encore une fois, grandissante des petites exploitations et qui sont, elles, le terreau, je dirais, de l'agriculture vivrière et du développement dans les pays. Au global, les experts s'accordent à dire qu'il y a une augmentation de besoins de l'ordre de 70%, et qu'il va falloir accroître les capacités de production agricole pour pouvoir faire ça. Alors, bien sûr, limiter les pertes, puisqu'on sait qu'à peu près qu'il y a au global 30% de tout ce qui est produit en agriculture qui est perdu chaque année. Donc, bon, limiter les pertes, augmenter aussi l'efficience des intrants pour produire plus sur les terres, augmenter aussi les règlements utiles, mais toutes les terres n'ont pas la même fertilité. Les spécialistes, je ne sais pas s'il y a des agronomes dans la salle, certainement le savent. Il faut augmenter la productivité des sols, mais il faut aussi les préserver, ces sols, parce qu'on peut tuer, on peut user un sol, et on ne peut pas les gérer tous de la même façon. Donc ça, c'est une diapositive qui est issue d'un expert de l'IRD sur ces questions-là, qui montre aussi qu'on doit préserver, dans cette équation d'augmenter la productivité agricole, on doit préserver la biodiversité des sols et des plantes, et que les plantes, le végétal aussi, lui-même peut être contaminé quelque part par l'infectieux. Donc qu'entre l'animal, l'homme et le végétal, l'infectieux circule, les agents pathogènes circulent, et qu'il y a donc l'objectif de gérer la matière organique, et que, bon, ça c'est une autre slide, une autre diapositive complètement illisible, mais qui montre, partant du blé, ce que l'on peut en faire dans la chaîne, jusqu'à le blé ensuite pour justement alimentation animale ou alimentation humaine, tous les dérivés en fait du blé, et donc avec toutes les étapes qui se font. Et effectivement, de ce que j'évoquais, les problèmes des pertes et des gaspillages, donc aussi les enjeux aussi des problèmes d'outillage, et donc sur ce qui peut être géré en termes de logistique et de gestion des capacités. Là, c'est un volume financier des transactions foncières internationales, vous voyez, qui est en train de grandir, et bien sûr avec vous voyez, beaucoup de bulles financières du côté de l'Indonésie, mais surtout de l'Afrique. Cet accaparement de terres est grandissant. Et nous arrivons donc à la dernière partie, à la fin de cette intervention sur cette question de la sécurité alimentaire. Et comme effectivement le découvrait un enfant lors d'une séance d'information à la course contre la faim, parce que Action contre la faim a développé il y a quelques années une course contre la faim qui propose à des collégiens de courir. Et donc il y a des sensibilisations dans les écoles qui se font en accord, c'est dans le programme de l'éducation nationale, pour expliquer la faim dans le monde. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus frappant et de plus fort quand c'est une petite fille de 12 ans qui vous dit « Ah mais c'est pas organisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas organisé encore sur cette terre la gestion alimentaire. » Alors, enfin, j'arrive pas à reprendre ces mots, mais qui étaient tout simples, beaucoup plus simples que les miens, pour dire « Bon, bah, les grands, ils ont pas encore organisé le système alimentaire.
Ben non. Comme on l'a vu au début, on ne l'a pas fait. Ça n'existe pas. Il y a l'exemple de la PAC. Et la PAC, c'est dans les années 60. C'est-à-dire c'est une quinzaine d'années après un conflit qui a déchiré l'Europe. On est capable de faire la PAC, de s'accorder sur des aspects, les frontières, sur le préserver. Donc, quelque part, quand il y a une volonté politique, il y a un vrai besoin, on peut s'organiser. Aujourd'hui, on connaît les limites de la PAC, mais dans les années 60, ça a eu toute la valeur de souder aussi et de répondre aux attentes qui étaient demandées. Alors, il faut prendre, je l'ai mis aussi pour l'avoir en tête, parce qu'on oublie souvent de rappeler que les transferts d'argent et la solidarité entre les migrants à travers le monde représentent 3 fois plus que l'aide publique au développement. Donc c'est aussi eux qui contribuent à soutenir, au-delà du travail des ONG que nous avons vu, beaucoup de populations. Et puisque nous savons que tous les experts, et il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une intervention, plusieurs interventions en France sur la question de nourrir 9 milliards de personnes à 2050, quelles vont être les voies qui vont être choisies, et par qui et comment? Comme on dit, quelle va être la question du modèle retenu, hein? Certains prônent l'agroécologie, un modèle qui va respecter l'environnement, prendre en compte l'aspect aussi humain, social, mais est-ce qu'il est réplicable à une haute échelle? Et en tout cas, ce que l'on voit, et vous l'avez en mémoire, ce que l'on a évoqué au début, c'est qu'il y a la nécessité absolue de raisonner de façon transversale, puisque l'aliment, l'eau sont un vecteur pathogène ou non. Hein, l'eau peut tuer ou peut sauver, pareil pour des aliments. Il n'y a rien de garantie absolue. Donc, notre réalité aujourd'hui, c'est que 8000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque jour, chiffre aussi de l'OMS. Sur ces 8 millions d'enfants, il y en a à peu près un tiers qui sont aussi co-infectés par des maladies infectieuses. Donc on ne sait pas bien encore distinguer, comme c'est une spirale, entre l'alimentation, notamment dans le cas de diarrhée aiguë, entre est-ce que c'est l'alimentation ou est-ce que c'est le manque d'hygiène ou est-ce que c'est l'ensemble, etc. On a vu que des pays sont ciblés. Et puis effectivement, un constat qui est fait, c'est qu'il y a eu peu d'investissement dans l'agriculture dans beaucoup de pays, comme nous l'avons vu, et que c'est indispensable de le faire. La question est comment est-ce que ça va se faire? Et ce que l'on sait, c'est que aucune personne parmi nous ne peut se développer physiquement, intellectuellement, sinon c'est ce qu'on appelle la malnutrition chronique, hein, sans nourriture disponible en qualité-quantité. On sait aussi qu'il y a une corrélation directe. Plus une communauté est en bonne santé, a de quoi manger, plus elle va pouvoir produire, s'organiser, et inversement. Hein. Et donc, comment est-ce que nous allons arriver avec la définition d'un modèle, ou pas? Est-ce que ça va être des rapports de force entre États? Alors, entre États, pas uniquement, hein, puisque, je fais une parenthèse, mais comme je l'évoquais à un moment donné où il fallait appréhender des problématiques telles que la crise au Niger en 2005, où on me disait, mais pourquoi les gouvernements ne sont-ils pas solidaires? J'expliquais que oui, les gouvernements sont solidaires, de la zone sahélienne sont solidaires, mais ils ont une clause dans leur accord de solidarité entre gouvernements en cas de déficit alimentaire qui fait que si eux-mêmes sont fragiles, ils peuvent préserver et ne pas être solidaires. Donc il y a toujours des limites. Et si vous voulez maîtriser une information, c'est très difficile. Quand on a travaillé Action contre la faim sur la zone sahélienne, avec les autorités locales qui aujourd'hui, à 6 mois, arrivent à voir par satellite quels vont être l'état des récoltes à venir. Si ACF et ses partenaires locaux, avec le bureau qui est à Dakar, communiquent en disant « Attention, dans 3 mois, les récoltes vont être moins bonnes que prévues, donc il faut... » etc. Vous avez des spéculateurs, et que ces informations-là sont données à bon escient pour que les gens sachent gérer leur stock, etc. Vous avez des spéculateurs qui, eux, tout de suite vont bloquer et vont stocker. Donc c'est très complexe d'appréhender ces crises parce que les gouvernements, c'est-à-dire que le public, ne maîtrise pas tout, puisqu'il y a des acteurs privés aussi, plus ou moins bienveillants par rapport à ces enjeux-là, et que les frontières sont perméables. Donc, s'il n'y a pas un modèle, je dirais, qui est poussé d'un point de vue politique, comme nous le voyons, hein, ça c'est le schéma très simple, une volonté politique, notamment pour lutter contre la faim, avec des programmes cohérents, et puis il y a des résultats. Oui, bien sûr, on est d'accord. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si des progrès ont été faits, notamment dans le domaine de la santé. Le Fonds mondial qui est à Genève, à côté d'ici, et qui a eu donc des fonds
important de la communauté internationale. Et donc une volonté politique affirmée a permis de faire reculer le sida et commence à faire reculer aussi très efficacement la lutte contre la malaria. La tuberculose, c'est plus compliqué, notamment avec les tuberculoses multirésistantes. Mais vous voyez que ce qui touche la lutte contre la malnutrition, et ça a été pointé d'ailleurs dans une étude du Lancet en 2008, sur cette maladie qu'est la malnutrition, il n'y a pas de moyens pour l'instant. Il y a un manque de moyens très important. Alors, les principaux acteurs en nutrition, bien sûr, dans ce domaine-là, s'organisent. Et vous avez ici la liste des principales coordinations internationales dans laquelle Action contre la faim fait partie. Il faut dire qu'il y a tout un tas de réunions, de colloques, d'initiatives qui se structurent. Ça, c'est pour l'aspect malnutrition. Mais nous avons vu que la lutte contre la malnutrition ne peut pas se désolidariser, n'est pas déconnectée de la question de la sécurité alimentaire globale. Parce que sinon, c'est sans arrêt soutenir, et on ne résout pas des questions d'autonomie, et je dirais dans la durée. Et bien sûr, les ONG, Action contre la faim en fait partie, à force, ont appris à faire du plaidoyer, c'est-à-dire à s'adresser aux politiques. Et là, vous avez la liste de ce que nous avions mis en avant pour le plaidoyer de Cannes, pour le G20, puisqu'il se déroulait en France, et que Nicolas Sarkozy avait pris des engagements forts en sécurité alimentaire. Mais encore une fois, ce terme étant très très large, il n'y a finalement pas eu vraiment de résultats. Donc, je voudrais terminer sur une voie aussi aujourd'hui qui est poussée, qui est intéressante, c'est celle de l'agroécologie. Je regarde le timing, je me tourne vers Jean-Paul, voilà, qui est celle de l'agroécologie, qui n'est pas d'aujourd'hui, même si c'est un mot qui est plus à la mode aujourd'hui que ce qu'il a été dans le passé, au niveau des différentes définitions, ce qui permet d'optimiser le recyclage, de traiter les sols en fonction des moments, minimiser les pertes de flux, favoriser les interactions biologiques positives, diversifier l'agrosystème, et si, je dirais, il y a tous les aspects aussi qui ont été rajoutés depuis dans l'approche agroécologique au niveau social, c'est-à-dire au sens d'appropriation de la terre et de sa gestion par les personnes localement. Donc l'analyse de systèmes existants doivent aussi être utiles pour nous aider à définir les modèles qui vont être ceux qui vont tenter de rassurer les populations que nous sommes dans l'objectif de 2050 de nourrir 9 milliards de personnes, encore une fois, alors que jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à pouvoir nourrir tout le monde. C'est vrai qu'il y a donc des effets de levier que l'on connaît, et que ce sont des choses qui sont de plus en plus mises en avant, fort heureusement, qui sont aussi relayées par les politiques, mais qui ne sont pas suivies de moyens financiers. Et qu'il y a également tous les aspects, je dirais encore une fois, qui échappent aussi, s'il n'est pas organisé, au système international, tout ce qui se fait de façon par les acteurs privés, si eux ne sont pas conduits, et qui peut arriver à des fragilités. Notamment quand on a les spéculations sur les denrées agricoles que l'on a connues à l'époque de la grande crise de 2007-2008, et où effectivement il y a eu nécessité de pouvoir cadrer, et c'est le seul aspect positif du G20 de Cannes qui a été poussé, c'était de limiter la volatilité des prix et d'essayer de limiter les règles sur la spéculation alimentaire. Voilà, donc en conclusion, pour terminer, maintenant ouvrir les échanges sur cette question qui est très vaste, comme vous le voyez, et sur laquelle nous sommes confrontés, c'est le contexte que nous avons évoqué. La priorité, nous semble-t-il, c'est notamment ces enfants qui souffrent de malnutrition chaque jour, qui disparaissent, parce qu'on n'est pas capable de les nourrir. La mobilisation aussi, sur un choix qui permettra ou non de garantir une sécurité alimentaire pour tous. Voilà. Et l'objectif, effectivement, c'est la définition d'un système international de sécurité alimentaire. En gros, effectivement, je dirais ce qui nous attend, la nécessité, et ce qui fait qu'il est important de pouvoir échanger sur cette question-là, parce que ça ne passera aussi que par des engagements, je dirais, de nous, en tant que citoyens, finalement, des choix que nous pousserons ou pas à travers les modèles possibles de gestion de la ressource, de la gestion des terres,
des moyens financiers qui seront donnés, bien sûr, globalement, à l'échelle de la planète, au-delà de ce qui nous tient à cœur toujours et qu'on rappelle, qui est de dire on aimerait bien manger sans crainte, oui. Et certains se disent on aimerait bien manger tout court. Et l'enjeu, ça va être effectivement de prendre le problème dans sa globalité. Voilà. Merci. Normalement, ça doit redémarrer, c'est ça. Merci Benoît. On va pouvoir passer aux questions, mais avant de passer aux questions, peut-être que Philippe Moncorgé peut nous faire un commentaire sur son œuvre, qu'il a terminé en se concentrant très silencieusement. Le propos, c'est moins ma création que le thème de la soirée, bien évidemment. Et les terres que Benoît m'a ramenées du Burkina Faso tout à l'heure, parce qu'il était hier au Burkina Faso, ont une symbolique toute particulière. Voilà, c'est un des pays les plus pauvres au monde, je ne crois pas me tromper, Benoît. Et Benoît m'a ramené cette terre, c'est celle-ci là, voilà. Et donc j'ai fait des plantations de terre, si je peux expliquer un petit peu? Ouais. Absolument, oui. Et donc en fait, l'idée c'est de planter de la terre. Et Benoît a parlé et évoqué la culture. Eh bien moi, en tant qu'artiste, je plante de la terre dans la terre. Un enfant dira, ça pousse pas la terre. Et bien symboliquement, si, ça pousse, parce qu'en fait s'opposent deux cultures, celle de l'agriculture et celle de la culture. Et il s'agit de la culture des sillons de nos cerveaux, quoi. Voilà. Et comme nous n'avons pas des cerveaux lents, nos sillons fonctionnent. Et donc là, il s'agit d'une plantation de terre en terre. Il y a la terre du Burkina Faso, il y a la terre de Mauritanie, où je suis intervenu en 2006. Pas avec ACF, avec une association lyonnaise qui s'appelle les Enfants du désert, et où j'ai peint avec de la terre, et j'ai animé des ateliers avec des enfants. Et Benoît peut témoigner de cette réalité-là, parce qu'en fait, quand ils se déplacent dans les pays, les enfants sont pesés. Et en fait, tu me couperas si ça existe toujours, mais on assiste le matin à la pesée des enfants. On pèse des enfants pour savoir si on peut les nourrir. Et en Mauritanie, avec les Enfants du désert, à Atta, cette terre-là que j'ai ramassée en 2006, je suis allé, avec mon financement, voilà, aider une association qui s'appelle les Enfants du désert pour animer un atelier après la pesée des enfants. Et on les pèse comme des carottes, comme des poireaux, enfin voilà, dans un truc en tissu. Et si le rapport poids-âge ne correspond pas à la BAC de la FAO, je ne sais pas comment ça s'appelle, Benoît, enfin il y a un rapport poids-âge, et bien en fait, les nourrir revient à les tuer. Et donc en fait, on doit les acheminer à un dispensaire, où là, on ne les nourrit pas, mais on leur donne on les met sous perfusion pour réapprendre à nourrir leur corps. Voilà, donc c'était une expérience en 2006. Donc cette terre est aussi présente sur ce tableau. Elle n'appartient pas à ACF, mais je crois que ACF n'est pas propriétaire de la faim dans le monde, et il y a plein d'associations qui s'occupent effectivement de la faim dans le monde. Et toutes sont bienvenues, évidemment, dans ce projet. Donc il y a ces terres d'Attar en Mauritanie, Burkina Faso, je l'ai dit, de l'Inde, une terre d'Inde qui a été ramenée par ACF également. Voilà, donc planter de la terre dans la terre, c'est un peu cette idée des sillons qu'on trace, où l'agriculture se marie avec la culture de
société. Mais c'est pas un constat. Enfin, c'est pas un constat. Je suis pas anti ni pro-capitaliste, ni je pose pas de constat. Simplement, c'est un constat. Voilà. Eh ben, bravo. Et ce tableau, c'est celui que je présente, qui est un peu l'image de notre société. Là, il ne s'agit pas d'une plantation de terre en terre, et il s'agit, avec des sillons, une plantation de sacs plastiques et de ce que produit notre société dans ce qu'elle a de plus abouti ou de plus... C'est du rubis synthétique. Et donc, du rubis synthétique, bon, monsieur Nabécourt vous a dit que j'étais gémologue, donc je connais bien les cailloux. Et donc, c'est ce que produit notre société. C'est des rubis synthétiques. Ce ne sont même pas des rubis naturels. Ce sont des rubis synthétiques. Voilà. Donc, je mets en relation plutôt la production occidentale d'une énorme richesse qu'on juge comme on voudra, avec des terres où on meurt de faim. Très bien. Merci, bravo. Bien. Eh bien, on va pouvoir passer à la partie débat. Donc, voilà, il y a un micro que prend Sylvie et vous allez pouvoir poser les questions. Je rappelle que si vous souhaitiez encore profiter de la chance de pouvoir gagner le tableau et acheter des tickets tombola, l'équipe d'Action contre la faim sont dans la salle avec leur t-shirt blanc. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une première question qui est ici. Oui, j'ai une double question à poser à M. Miribel. Est-ce que depuis ces dernières dizaines d'années, on a pu observer une évolution qualitative des espèces qui contribuent à l'alimentation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plutôt une diversification des espèces ou est-ce qu'il y a plutôt une concentration? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est dans notre culture occidentale, les nouvelles idées pour lutter contre la malnutrition, c'est de manger moins de viande. Parce que les animaux consomment des végétaux et ça peut empiéter sur la consommation des individus. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là qui est développée dans les pays que vous traitez? Alors, par rapport à vos deux questions, là, sur la première question, d'une façon générale, lorsqu'une ONG intervient, elle respecte les habitudes alimentaires locales. Et donc, ça, c'est une règle. Étant entendu que dans la lutte contre la malnutrition, il y a des produits thérapeutiques, comme je l'ai évoqué, spécifiques, qui sont adoptés pour les enfants ou plus rarement aujourd'hui les adultes. Maintenant, effectivement, on ne va pas importer. On n'importe jamais de la nourriture du pays, si ce n'est avec l'aval des autorités, du gouvernement. Si c'est des semences, c'est parce que c'est dans les habitudes. Et donc, ce qui va être à chaque fois travaillé, ça va être la capacité locale. J'avais une algue qui est très connue, la spiruline, et donc les gens qui sont détenteurs de cette initiative à Genève voulait absolument qu'on essaye de pouvoir la développer. Donc on avait fait un test avec ACF il y a quelques années au Burundi, avec une ingénieure agronome qui était volontaire pour ça. Mais bon, oui, effectivement, la spiruline, dans le cas précis, a des facultés comme d'autres aliments de même ordre. Mais en même temps, il n'y avait pas d'habitude alimentaire, donc ça ne peut pas prendre comme greffe, puisque ça, c'est ancré dans le temps. Alors après ce que vous évoquez d'une façon globale, je dirais effectivement aujourd'hui, on le voit, et ça, là je raisonne plus en simple consommateur, je dirais français, on sait qu'il y a des aliments naturels qu'on ne consomme plus, enfin, à part ceux qui effectivement sont attentifs dans les campagnes, qui ont la chance de pouvoir avoir une pluralité, mais sinon il y a une standardisation alimentaire. Alors qu'en fait, il y a des aliments qu'on retrouve, des légumes qui sont oubliés et que parfois on cite comme étant très bons à la santé, donc ils méritent d'être connus.
Et sur la viande, effectivement, encore une fois, ça c'est les habitudes des pays, mais au global, on sait qu'on n'aura pas de enfin, si le volume de viande continue, et surtout avec des nouveaux pays qui se développent, tels que la Chine, hein, par exemple, effectivement, quand on sait ce qu'a besoin un animal pour grandir en termes d'eau, notamment pour que la terre soit arrosée, on sait qu'il y aura des problèmes. Donc après, dans quelle mesure faut-il réduire la consommation de viande? Bon, rien n'est imposé pour l'instant. C'est une approche en fait qui est libre à chacun par rapport à ça, comme vous le savez. Effectivement, tant que les Indiens aussi respectent la vache, enfin, il y a des habitudes alimentaires qui font que et que les Chinois ne boivent pas trop de lait. Enfin, voilà, il y a tout ce qui peut bouger par un nivellement certains experts s'inquiètent aussi d'un point de vue sociologique par rapport à des phénomènes d'acculturation et de nivellement des comportements. Et effectivement, de sociétés qui vont évoluer dans ce cadre-là et qui vont nécessiter plus de consommation d'aliments. Et c'est là aussi qu'il y a un enjeu qu'on ne maîtrise pas bien pour l'instant. Je prolongerai la question. Est-ce que ça signifie qu'il faudrait qu'il y ait une évolution des habitudes alimentaires également pour nous et dans nos pays? D'une certaine façon, avec ce que l'on a comme information aujourd'hui, on ne sait pas si on aura le luxe de pouvoir maintenir les mêmes niveaux. Alors après, est-ce que ça veut dire manger moins bien? Cette notion-là, elle est très abstraite, elle est propre à chacun, à chaque communauté aussi, de ce qui est bien en termes de manger et de pas bien, et elle amène d'autres considérations. Après, on peut l'objectiver d'un point de vue médical et scientifique. Et c'était l'aspect de dire, à un moment donné, oui, c'est comme quand on dit à des enfants, t'aimes pas ça, mais il faut que t'en manges, c'est bon pour toi. Et voilà, et ça peut être des cardons, hein, et que l'on connaît bien dans la région lyonnaise, mais qui sont pas connus dans d'autres régions de France, ou inversement. Donc ça, c'est effectivement, c'est pour ça qu'il y a une approche aussi, je dirais, sociologique aussi de la nourriture. Et qu'on ne peut pas déconnecter nos enjeux à 2050 uniquement, bien sûr, c'est sur des productions agricoles, mais pas uniquement. C'est aussi des enjeux sociaux et politiques, en fonction de choix politiques qui seront faits ou pas, en termes d'encouragement de tel ou tel modèle. Je crois qu'il y avait là-bas, oui. Bonjour, vous m'entendez bien, ça va? Alors, oui, vas-y. Du coup, c'était pour faire suite à l'intervention de la première intervention. Et pour aussi donner un élément de réponse à la fille qui était étonnée très justement du fait que la faim dans le monde n'est pas encore un problème résolu. Donc en fait j'ai regardé un documentaire il y a quelques jours qui disait notamment que en l'état actuel de l'agriculture, de la production agricole planétaire, la planète est au moins dans les capacités de nourrir 12 milliards d'êtres humains à leur faim. Donc voilà le premier élément. Donc en fait c'est vrai que dire uniquement ça serait complètement biaisé et d'une certaine manière erroné, parce qu'en fait en effet la planète est en capacité actuellement de nourrir 12 milliards d'êtres humains, mais uniquement avec un régime végétalien, donc uniquement sans manger de viande, sans manger de poisson et sans manger d'œufs, de lait de vache, etc. Et donc du coup, cette production agricole, on la donne pour nourrir notre bétail, pour le tuer et le manger. Voilà, donc déjà j'imagine que c'est une information que vous deviez savoir, parce que vous travaillez dans le domaine. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une transition progressive pour aboutir à un changement alimentaire? Donc ça serait un truc quand même assez révolutionnaire, j'imagine. Faudrait vraiment un grand progrès pour ça. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. J'ai appris ça il y a quelques jours et voilà. Oui, non, vous avez raison, c'est tout à fait ça, hein, mais avec les conditions 12 milliards, c'est pour ça qu'on raisonne déjà 9 milliards avec les mêmes modes alimentaires, ça va être compliqué, mais effectivement 12 milliards, vous l'évoquez, ça passerait dans une équation qui ferait qu'il n'y a pas le même volume de viande, de poisson, etc. qui sont consommés. Donc ça pose la question des régimes alimentaires, des choix d'organisation. Moi, je reste optimiste de nature et je pense que c'est en étant des hommes et des femmes avertis qu'on va pouvoir prendre les modalités nécessaires, l'organisation nécessaire à ça, ou pas.
le faire. Maintenant, vous avez aussi de la surconsommation alimentaire dans certains cas et certaines populations. Donc, c'est des choses qui doivent être traitées. Vous citez un reportage, moi je vais en citer un autre, qui était aux États-Unis, où on voyait justement le cas d'obèses. Et voilà l'image de cet obèse qui avait le besoin d'avoir son frigo archi plein et de se nourrir, et que c'est une spirale infernale. Et en même temps, qui aime faire ça, qui dit il aime se nourrir. Donc, effectivement, on va dire son volume de consommation à lui, il est peut-être 3 ou 4 fois ou 5 fois supérieur à ce qu'il doit être. Donc, en même temps, c'est très difficile de limiter, ne serait-ce que pour nous, de nous dire demain, à partir de demain, on va se limiter au niveau alimentaire. On a l'impression qu'on nous enlève une liberté. Mais effectivement, quand on a été confronté à des populations qui, elles, n'ont pas eu le choix et n'ont pas de capacité, effectivement, bon, voilà, tout le monde ne vient pas du même registre. Et est-ce qu'il va y avoir un modèle qui va pouvoir équilibrer les choses d'une façon globale? C'est une vraie question. Oui. Oh, là-bas, oui, allez-y. Je pense qu'on a beau être des gens avertis, etc. Si on continue à nous enlever les terres agricoles, et je ne parle pas dans le monde, mais ici, pour faire soit des grands stades, soit des aéroports, le problème va se poser et on n'aura plus rien à bouffer, quoi. Donc, à mon avis, il faut changer complètement le système capitaliste, nommons-le. Sinon, on n'y arrivera jamais, quoi. Effectivement, voilà, ça c'est une question de choix. Il y a la biovallée qui est dans ce qu'on appelle la biovallée qui est dans la Drôme, qui est aussi un modèle, je dirais, d'économie locale au niveau de la ressource qui est préservé. Il y a des maires qui font des choix, effectivement, de ne pas construire de stade ou autre chose, mais de préserver avec le lien avec les cantines. Il faut cibler aussi des choses nouvelles qui arrivent. Là, on parle de chez nous pour le coup, mais qui sont intéressantes. Parce qu'effectivement, j'entendais le témoignage d'un maire de l'Isère, dans le Vercors. Du jour où elle a été élue, cette femme, elle s'est dit, ça serait bien que les enfants de notre cantine mangent ce que l'on produit dans le village. Et elle vous racontera comme ça a été compliqué en termes réglementaires. Parce que, à commencer par le collège et le lycée, il y a des normes. Cet agriculteur, qu'est-ce qui me garantit que, bien sûr en lien avec ce qu'on évoquait, la sécurité alimentaire pour le coût des aliments. Mais bon, elle a réussi, mais c'était de longs combats, à faire en sorte que finalement les enfants du village puissent être nourris par ce qui se produisait localement, ce qui paraît être quelque chose de bon sens. Et donc il y a ces modèles qui se répliquent maintenant, mais on avait effectivement, pour des raisons parfois économiques, mais économiques jusqu'à quelle proportion, une industrialisation de l'approche aussi, de la gestion logistique de la cantine des collèges. Et donc voilà, là il y a aussi des choix, des encouragements à porter. Je crois que là-bas. Oui. Alors, S'il vous plaît, là-bas. je peux parler? Et puis ensuite là-bas. Oui, là-bas, Oui. dans le fond. Allez-y. Bonsoir. Oui, voilà ma question. Pour nourrir l'augmentation d'ici les prochaines décennies de la population mondiale, pour augmenter la production agricole en particulier, faudra-t-il passer obligatoirement par des OGM ? Oui, je prolonge la question. Tu as plusieurs fois évoqué l'importance d'une gouvernance mondiale. Est-ce qu'on avance? Il y a des frémissements? Alors, il y a deux questions sur la gouvernance mondiale et puis sur les OGM. Bien sûr, c'est toujours un sujet très, très, très compliqué, les sujets des OGM. Alors, effectivement, je dirais que en tant qu'ACF, lorsqu'on nous pose ces questions, d'abord on respecte ce que les gouvernements des pays eux-mêmes choisissent. Jusqu'ici, je crois que pour avoir encore dialogué récemment avec des très très forts anti-OGM dans un séminaire de réflexion sur l'agroécologie, notamment avec Mathieu Calam qui a soutenu l'étude Serralini sur le Monsanto 823, donc qui est farouchement aux OGM. Ils savent que scientifiquement, puisque cette étude-là, et Serralini, il est quand même démontré qu'elle n'était pas fiable au niveau de son approche. Donc, scientifiquement, aujourd'hui, la question est délicate, mais il n'y a pas d'opposition scientifique à une OGM. Et le génétiquement modifié, on l'a aussi dans d'autres domaines. Et c'est le chimique aussi qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a les OGM, il y a aussi le chimique. Donc, ce que disent ceux qui sont contre les OGM aujourd'hui, les OGM, ils disent nous prenons une alternative. Nous voulons d'autres modèles qu'un modèle qui viserait une industrialisation. Donc on est à cheval sur plusieurs sujets. D'un point de vue scientifique,
rien n'a été démontré que ça soit mauvais à l'homme ou à l'animal jusqu'ici. Par contre, on peut discuter sur des modèles, effectivement, qui visent à quelque part à casser les logiques naturelles. Et ça, c'est des débats aussi de société. Devons-nous le faire ou pas? Jusqu'à quelle limite? C'est des vrais sujets. J'ai entendu des débats entre des pros et des anti, notamment sur la question du riz doré, par rapport à ces enfants aveugles, et qui, s'ils avaient du riz, justement, qui avaient ces facultés-là, auraient la vue. Donc voilà, devons-nous mettre dans le riz une OGM qui permette à des enfants d'avoir la vue, comme en Thaïlande? Les pro-OGM vont vous dire il faut le faire, parce que c'est scandaleux de laisser ces enfants pas avoir la vue et parfois dans certains cas mourir. Et les anti-OGM vont dire non, il y a d'autres alternatives, parce que la carotte, le bêta-carotène, on peut le cultiver même en Thaïlande, il n'y a pas que les rizières, etc. Donc on est dans des débats récurrents, répétés, et qui sont nécessaires. Les choses ne sont pas tranchées dans ce domaine-là, entre, je dirais, les avancées scientifiques, mais au final, à chaque fois, c'est tout ce qui joue aussi par ailleurs sur le vivant, la bioéthique, tout ce qui fait que la science et les scientifiques sont poussés dans des logiques et que la société doit réguler de la même façon que sur le vivant, la bioéthique, ou sur l'alimentaire, enfin le génétiquement modifié. Qu'est-ce que l'on va définir? Qu'est-ce que l'on va choisir comme mode? Ça, c'est effectivement de grandes questions qui sont pas tranchées pour l'instant non plus, et sur lesquelles les experts débattent. Donc vous avez vu que c'était dans l'actualité aussi. L'Europe a pris des positions par rapport à ça très récemment, puisque les OGM sont cultivés dans beaucoup de pays, mais pas en France, et que l'Europe a eu un principe. C'est vrai que donc, en tant qu'Action contre la faim, on a souvent condamné ce que des grandes entreprises, parfois alimentaires, peuvent casser en logique vivrière dans des pays tels qu'en Afrique, c'est-à-dire des pays africains qui se retrouvent importateurs alors qu'ils pourraient produire localement. Donc il y a des modèles aussi à revoir. C'est-à-dire que que les personnes aient le choix, qu'elles aient le choix effectivement d'importer, mais de pouvoir aussi qu'elles ne soient pas asphyxiées et que le système d'importation des aliments, comme en Haïti, il fait que des pêcheurs ne pêchent plus depuis longtemps, ça leur revient moins cher d'avoir des apports d'extérieur, fait qu'on casse aussi des logiques et qu'on rend des vulnérabilités. Parce que le jour où ces pays-là sont en difficulté de gouvernance ou en crise, l'économie se casse, s'arrête, parce qu'il n'y a pas de marché économique, et à ce moment-là, on se retrouve à nouveau dans une spirale d'aide alimentaire, etc. Parce que les pays n'ont pas eux-mêmes, sont complètement dépendants pour leur alimentation d'importation. Donc, vous voyez que cette question je vous avais prévenu au début avant de l'aborder, elle est très complexe, la question de la sécurité alimentaire, parce qu'elle touche aussi au modèle économique, au modèle politique. Elle fait appel à l'utilisation ou pas du scientifique et jusqu'à quel niveau, des vrais choix de société. Elle est donc très complexe. Et pourtant, de moins en moins, on va devoir y échapper, au vu, encore une fois, des enjeux que l'on connaît. Je crois là-bas, oui. Ma question concerne aussi un problème de société, puisqu'elle touche à la maîtrise de la natalité. Vous n'avez pas voulu parler de la maîtrise de la natalité, ce n'est certainement pas un hasard, mais je crois qu'on ne peut pas l'éviter, et en particulier dans des régions où la population a une pauvreté extrême et que cette pauvreté ne va pas évoluer très rapidement. Chercher à limiter la natalité alors qu'elle est souvent très forte, c'est aussi une manière de lutter contre la faim. Pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet-là ? Oui, effectivement, j'ai pas évoqué cette question parce qu'elle effectivement elle est d'un autre ordre, mais vous avez raison de la soulever. On l'évoque régulièrement dans des discussions, dans des débats autour de ça, surtout quand, pour rester sur l'exemple que j'évoquais du Niger, le Niger, la moyenne des enfants, c'est 6-7 enfants par mère. Hein. Et ce qui est très difficile, c'est que parfois les mères, pour elles, c'est, entre guillemets, comprenez ce que je veux dire, mais naturel qu'elles puissent perdre un enfant. Quand j'évoquais à un moment donné, dans des périodes difficiles où l'enfant va basculer, elles savent que l'enfant à un moment donné va être très malnutri, c'est des périodes de soudure sont difficiles, mais qui va en principe passer, mais pas toujours. Et c'est là où il y a ce que j'évoquais, l'approche communautaire pour permettre à ces enfants, ce que les mères les détectent d'un point de vue malnutrition et qu'on puisse les sauver. Donc nous, effectivement, Action contre la faim, on est dans une démarche qui est, voilà, chaque vie doit être sauvée, et ça, c'est ce qui a toujours fait que des gens se sont engagés, et à commencer d'abord par les populations elles-mêmes des pays concernés, puisque quand vous avez un expatrié, vous avez des personnels nationaux. Pour autant, qu'est-ce que nous montre le développement ? C'est qu'un pays qui se développe, en principe, la natalité se réduit. Bon.
Ça, on le voit dans tous les pays, quels que soient les continents, l'Asie. J'ai évoqué le Cambodge que l'on a connu il y a 20 ans, que j'ai connu il y a 20 ans et que je vois aujourd'hui. Il y a moins d'enfants, voilà. Donc, au fur et à mesure qu'il y a un développement, il y a la place pour autre chose. Mais c'est vrai que plus des pays sont pauvres, plus l'enfant est. C'est encore vrai chez nous, bien sûr, que l'enfant est une richesse, mais l'enfant va travailler, il va aller chercher du bois, il va aller chercher de l'eau. Et donc, cette approche de la natalité, de ce que représente aussi l'enfant, et même si chaque mère, quel que soit le continent, est attachée à son enfant, représente quelque chose, donc en lien avec le développement. Maintenant, qui serait là pour interdire limiter la natalité? Ça s'est fait dans certains pays, en Chine, voilà, donc il y a des pays qui prennent des mesures, donc faut-il que ces pays-là prennent des mesures? C'est très difficile, on touche, qui va s'ingérer pour le demander, pour le faire? On touche à des cultures où l'enfant est roi aussi, d'une certaine façon. Donc, je sais pas, ceux qui dans la salle ont appréhendé ce problème-là peuvent peut-être en témoigner, de la natalité, du lien, de gérer ça, puisqu'effectivement, nous allons être 9 milliards. Alors on pourrait dire, comment sélectionner ceux qui seront les 9 milliards de demain sur cette Terre en 2050? Je ne sais pas. Mais si on rentre dans cette logique-là aussi, pourquoi le faire dans tel pays et pas dans tel autre? À partir de quels critères? Parce que l'équation, c'est bien ce qui a été dit par monsieur tout à l'heure dans le reportage, c'est que nous avons assez pour nourrir tout le monde. C'est une question aussi d'accès, de répartition. Donc, et qu'en théorie, on devrait être capable de le faire, y compris à 2050. Mais c'est peut-être aussi d'organiser les modes de consommation quand on voit d'un côté du surpoids, de la surobésité qui provoque d'autres maladies, qui est donc pas sain, et d'autres d'un côté de la sous-nutrition. Et est-ce qu'il y a un juste milieu, virtus stat in medio? Voilà, il y a peut-être aussi des choses à trouver de ce point de vue-là. Oui, est-ce qu'il y a... Oui, moi j'ai une question donc, qui concerne le basculement probable de la pauvreté vers les villes. Vous avez évoqué que l'humanité va devenir urbaine, donc ce sont les villes qui vont recevoir les pauvres, c'est là qu'ils vont se trouver en grand nombre. Est-ce que cette évolution en cours fait penser à des actions différentes dans les sociétés pour que des gens qui seront très loin de l'agriculture puissent avoir accès aux produits? Dans quel sens va-t-on? Alors, oui, donc ça c'est un fait connu. 80% de la planète sera urbaine, si elle n'est pas déjà, mais je crois justement dans cette échelle à 2050, mais même avant, je crois. Donc avec tous les avantages et les inconvénients, l'urbanisation, surtout des désavantages, puisqu'il faut aussi de l'agriculture et des petites exploitations doivent être préservées à travers le monde, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et donc ça pose un enjeu à ce niveau-là. Ça pose aussi un enjeu en termes d'épidémie, parce que quand vous avez une épidémie, elle se répand beaucoup plus vite dans des villes. Voilà. Et les mécanismes de solidarité ne sont pas les mêmes aussi, confrontés à ce niveau-là. Alors c'est vrai que, y compris dans des bidonvilles, il y a des ONG telles qu'Action contre la faim et d'autres qui développent des approches, par exemple dans des grands pneus, dans les pneus, où on apprend à cultiver dans les pneus pour avoir des choses, ou les cultures en étage aussi, ça se développe de plus en plus avec des systèmes aussi d'irrigation pour justement permettre d'avoir cette approche. Je dirais que récemment aussi au Sahel, en même temps qu'on apprend aux mères à suivre nutritionnellement l'enfant, à éviter qu'il bascule, on appelle aussi les jardins de la santé. C'est-à-dire qu'on leur donne la capacité à avoir un petit jardin, à pouvoir aller vendre au marché une partie de ce qu'elles n'auront pas consommé dans le foyer, pour avec ce surplus, et tout ça est suivi, entre guillemets, pouvoir l'utiliser au centre de santé pour la vaccination des enfants, le suivi de santé. Donc il y a des modèles aussi qui se développent. Il y a des choses que nous, on n'a rien inventé, mais qui existent traditionnellement à travers le Sahel depuis des générations, des décennies. Et tout simplement, ce sont les Africains eux-mêmêmes qui ont les savoirs, mais ils n'ont plus les intrants, ils n'ont plus les outils, ils n'ont pas les moyens. Et il suffit de relancer des approches, notamment de lutte contre la désertification, etc. Donc je m'éloigne de votre question, qui était le phénomène urbain, qui est une vraie réalité. On a fait, il y a à peu près, je sais pas, je vois Florence Denis dans la salle, qui est une ancienne action contre la faim, mais on a fait un livre sur la faim dans les villes il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, puisque c'était le thème des 25 ans d'action contre la faim dans les villes, avec tout ce que ça a de difficultés, justement pour cibler les populations et d'amener une capacité d'autonomie. Oui, dernière question. Je voudrais rebondir sur l'œuvre d'art que nous a produite Philippe Moncorgé. Et la suggestion, le commentaire qu'il a bien voulu nous présenter, son action de semer de la terre. Eh bien, comment dire, je trouve que c'est très pertinent de semer de la terre.
Et semer de la terre, c'est quelque part éviter l'érosion abusive des terrains. Et est-ce qu'il y a ici ou là, suivant la qualité des sols, un commencement de travail pour organiser une sorte de barrage qui permette ici et là de faire des plots d'alluvions et garder un peu ce support pour de culture après coup? Merci. Oui, merci. Je pense que vous avez prononcé le bon verbe. C'est le verbe commencer. Et en tant qu'artiste, et je remercie évidemment Benoît de m'avoir choisi encore une fois ce soir, c'est de commencer. Et on commence pas par des plantations, on commence par des semis. Voilà. Et mes tableaux sont simplement une proposition de semis. Voilà. Bien, oui. La lutte contre la désertification, l'érosion des sols, effectivement, c'était quelque chose qui avance, malheureusement, et contre lequel on lutte. Alors ça nous a valu, Action sur la faim, de faire un grand partenariat avec SOS Sahel, une ONG historiquement de développement, et ACF, une ONG plutôt d'urgence, justement de nous marier sur des programmes sur le Sahel, sur cet enjeu-là, encore une fois, et là, avec des savoirs locaux qui existent, et c'est simplement pas de moyens, pas de capacité. Donc il suffit d'amener des moyens, les capacités pour pouvoir, je dirais, faire reculer ces désertifications. Mais c'est un combat très très difficile et il manque des acteurs et des capacités de lutte contre ces désertifications. Vous avez raison de le souligner. Je voulais simplement rajouter une petite phrase. Roger Caillois, qui était un écrivain et académicien, écrivait, pour inventer un jardin n'importe où dans le monde, il faut d'abord qu'un esprit l'imagine. Très bien. Oui, je prolongerai, et ça va faire la transition avec la dernière partie de notre soirée. Philippe Moncorgé, vous êtes très attaché à être un artiste engagé qui défend les causes sous la terre. Sous quelle forme vous pensez que la production artistique peut apporter sa pierre à des problèmes comme ceux-là? Déjà historiquement et même préhistoriquement, la première trace de la peinture est préhistorique. Et je me définis comme un artiste non pas primitif, non pas primaire, mais primitif. Dans ce sens que l'histoire même de la peinture, c'est une peinture de terre. C'est l'histoire de la trace sur les grottes préhistoriques. Donc en fait, en tant que terrien, quelque part, comme je peins avec de la terre, comme je connais un petit peu la terre, et les minéraux et les cailloux, ma préoccupation rejoint celle des habitants de la terre, et aussi celui de la faim, comme l'évoquait Benoît. Donc je ne suis pas si distant que ça de ces préoccupations-là. Simplement, moi j'essaie de proposer une vision artistique, je dirais poétique. Quelle est notre place de terrien? Qu'est-ce qu'on fait de notre terre? Nous sommes terriens, nous sommes tous terriens. Et en un seul mot, pas terrien en deux mots. Et nous sommes tous terriens. Très bien, mais je crois que c'est effectivement une excellente transition pour la dernière partie de notre soirée. Alors je vais demander à maître Anthony Palais, qui normalement doit être dans la salle, de venir avec nous. Maître Anthony Palais est commissaire-priseur. Il a accepté bénévolement, bonsoir, à la fois d'être le garant, pardon, oui, et d'être le garant de la vente aux enchères de la grande œuvre et de mettre son site internet à disposition pour que cette vente aux enchères ait lieu. Alors, vous pouvez nous expliquer comment elle va s'organiser? Donc, en fait, l'œuvre que vient d'exécuter Philippe Moncorgé sous vos yeux pendant la conférence sera dès demain matin incluse sur le site internet de l'étude, donc l'étude Palais SVV. Voilà. J'ai des cartes de visite, donc je laisserai des cartes aux personnes qui éventuellement seraient intéressées pour participer à ces enchères, dont l'intégralité de la somme sera reversée
à Action contre la faim. Voilà, donc le tableau restera sur le site, donc Palais SVV, et également sur le Facebook de l'étude, sur le site Facebook, pendant un mois, donc jusqu'au 4 avril. Et donc vous pourrez enchérir en envoyant des ordres, en vous inscrivant et en envoyant un ordre d'achat. Et toutes les semaines, la somme réactualisée sera indiquée sur le site, et donc les différentes personnes qui souhaiteront enchérir pourront surenchérir sur l'enchère. Voilà, toutes les semaines on réactualisera, et donc le 4 avril les enchères se termineront, et donc on saura, donc ce sera publié sur le site la personne qui sera adjudicataire de l'œuvre. Voilà. Voilà, et donc sur la diapositive, les différents sites, donc le site de Maître Palais, mais l'information sera sur le site d'Action contre la faim et je pense sur le site de Philippe Moncorgé, donc avec les bons moteurs de recherche, Action contre la faim ou Philippe Moncorgé, vous aurez les coordonnées pour enchérir. Voilà, et puis alors dernière chose, la tombola, on va faire venir le chapeau ici. Voilà, non, il faut monter sur la scène pour venir ici. Et puis on va prendre une main innocente. Sylvie Laurent, tu viens tirer ici. Alors Sylvie Laurent, non pas parce qu'elle est innocente, mais c'est parce que Sylvie Laurent venez ici près de l'œuvre. Sylvie Laurent, elle est discrète, vous la connaissez. Alors c'est quoi? C'est 16 rose, 16 rose, un ticket rose 16. Oui? Ok, ah bah bravo. Ah bon, oui, oui, ah bah voilà, ok, on le garde. Oui, oui, c'est bien ça, voilà, et ben donc. Voilà, Philippe Moncorgé va... Voilà. Et merci à tous ceux qui ont... Voilà. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé à cette tombola. Comme pour la vente aux enchères, la totalité de l'argent est reversée à Action contre la faim. Voilà, alors il me reste... deux choses. Un, remercier en votre nom Benoît Méribel et Philippe Moncorgé pour nous avoir consacré cette soirée et nous avoir apporté toutes ces informations tout à fait intéressantes. Vous rappeler que toutes les conférences sont enregistrées en vidéo et vous pouvez aller les voir, les revoir ou les conseiller à vos amis sur le site du Musée des Confluences, et que la prochaine conférence de la Confluence des Savoirs, c'est le 1er avril, Mémoire et résistance en Nouvelle-Calédonie, avec Albin Banza qui est un anthropologue et Kakwe Yvon Goroméodo qui est un écrivain. L'artiste sera le poète Denis Pourawa, qui est un artiste kanak qui vit en France. Kakwe sera pas là. Ah bon, ben voilà. À toutes mes excuses pour ce changement de toute dernière minute. Voilà, merci de votre participation et bonne fin de soirée à tous.